Bonjour à tous, bienvenue à notre conférence mensuelle. Avant de commencer, quelques mots pour présenter notre association. Argos 2001 est une association nationale reconnue d'intérêt général dont la mission est de soutenir les personnes atteintes de troubles bipolaires et leurs proches. Notre siège social se trouve à Paris et nos antennes sont réparties dans l'Hexagone, en Polynésie française et à La Réunion. Partout, des bénévoles proposent leur soutien grâce à nos lignes d'écoute téléphoniques nationales et locales, nos entretiens individuels, nos groupes de parole, que ce soit en virtuel ou en présentiel. Vous pouvez retrouver les modalités de ces interventions, les coordonnées des antennes, les événements et le calendrier des activités sur notre site web www.argos2001.net. À côté de ses activités fondatrices, Argos 2001 organise chaque mois une conférence comme celle de ce soir et chaque année, le 30 mars, la Journée mondiale des troubles bipolaires. Vous pouvez aussi les retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. Bonne conférence! Ben, merci beaucoup, Émilie. Blandine, tu expliques aux personnes qui vont vouloir poser des questions. Oui, donc Ah pour ben, les je parle à questions, ta place si tu veux. oui, je veux bien parce que Oui. j'ai la Bon, voix bah, un c'est peu. simple, quand professeur Marion Leboyer s'interrompt pour des questions, eh ben, vous les avez déjà posées, si vous n'avez déjà, vous les posez par le système QR surtout, et puis nous, on les lit pendant que madame travaille, et on vous les posera, on les posera. Donc, des questions courtes, ciblées sur le sujet, et puis voilà. Donc, madame, bah, merci beaucoup d'être là ce soir. Je sais que vous avez énormément de travail, surtout en ce moment, et que vous nous soutenez à fond, y compris pour les centres experts, vous êtes sur tous les fronts. Alors, je ne vais pas tout dire sur vos titres, parce que je ne vais pas y arriver. Vous êtes professeur de psychiatrie, directeur de labo neuropsychiatrie transnationale à Albert Chenevier. Vous êtes, bah, c'est tout, hein. Non, directrice de fondamentale et puis, vous avez tellement de casquettes que je vais arrêter. Vous dirigez le projet ProPsy aussi, mais ça nous mettrait trop loin. Si jamais nous avions du temps, je sais que ça intéresse beaucoup nos. Si on a un petit peu de temps à la fin pour vous nous expliquer, parce que moi, je n'ai pas été fichue de leur expliquer ce que c'était. Voilà. Voilà. Donc, madame, merci beaucoup d'être venue et c'est à vous. Bien, écoutez, merci beaucoup de votre invitation. Merci de cette introduction. Donc, pour pas perdre de temps, je vais commencer par partager mon écran si vous en êtes d'accord et si j'y arrive. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, 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 Oui. oui. Oui, tout à fait. c'est parfait. Très bien. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur, qui est le rôle de l'inflammation dans les troubles bipolaires. J'ai essayé de vous faire une présentation aussi courte que possible, mais j'ai malheureusement une soixantaine de diapos, donc je vais essayer de les passer tranquillement. Je vous propose effectivement, comme Eliane vous l'a dit tout à l'heure, de poser les questions à la fin, mais si bien sûr il y a une question brûlante, vous n'hésitez pas à m'interrompre et à poser la question. Donc, je voulais juste commencer par un petit mot presse pour vous dire que l'immunopsychiatrie et l'inflammation dans les maladies mentales intéressent de plus en plus de gens et en particulier la presse. Donc, on a eu les honneurs de l'Express, par exemple, la première semaine de janvier 2025, qui a cité parmi les 10 découvertes qui allaient transformer la santé en 2025, une découverte qu'on a faite il y a quelques années, qui est la présence d'auto-anticorps, donc d'anticorps qui sont dirigés contre soi-même et en particulier contre les récepteurs cérébraux qu'on a appelés les psychoses auto-immunes, à tort, puisqu'on les trouve aussi dans les troubles bipolaires, je vais vous en parler. Et donc ça fait partie des exemples, des 10 découvertes considérées par ce journal comme étant tout à fait majeures. Et peu de temps avant, on avait eu le droit à une pleine page dans le Figaro. Donc vous voyez que c'est un sujet qui intéresse. Et je suis vraiment contente de pouvoir vous en parler ce soir parce que ça me paraît vraiment quelque chose qui transforme la vision qu'on peut avoir des troubles bipolaires, donc à la fois leur compréhension et leur représentation, mais aussi, vous allez le voir, la compréhension de ces maladies, leur diagnostic et probablement les stratégies thérapeutiques qu'on peut déployer. Donc, c'est vraiment un sujet important et je suis contente encore une fois de pouvoir passer cette heure avec vous pour vous en parler.
Alors, pour vous en parler, je vais diviser ma présentation en trois parties. La première, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, inflammation, de façon aussi simple que possible, et vous montrer que cette inflammation, elle est présente à la fois au niveau de ce qu'on appelle le système périphérique, mais aussi au niveau du cerveau et aussi au niveau digestif. Je vais vous expliquer les causes possibles de cette inflammation et puis surtout les conséquences et les stratégies thérapeutiques qu'on peut espérer développer. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui d'immunopsychiatrie et pourquoi est-ce que ça se développe maintenant? Eh bien, parce que pendant très longtemps, y compris quand je faisais mes études, il y a quelques décennies, mais c'est pas si loin que ça, on pensait que le cerveau, c'était une boîte noire qui ne recevait pas d'informations de la périphérie. Donc, qui était totalement protégée des stress, des traumatismes, des infections. En fait, aujourd'hui, on sait que pas du tout. Il y a un discours permanent entre ce qui se passe au niveau de notre corps et ce qui se passe au niveau de notre cerveau. Et cette interaction permanente, elle se fait grâce au système de l'inflammation, au système inflammatoire, au système immunitaire, à la fois parce qu'il y a des informations qui viennent de la périphérie vers le centre, donc vers le cerveau, et aussi parce que le cerveau répond à ces informations après avoir reconnu par exemple les microbes ou le stress, et il va réagir et donner des ordres, en fait des instructions, à la fois au niveau du cerveau et au niveau de la périphérie pour se défendre. Donc, qu'est-ce que c'est que cette inflammation? Bien, très simplement, vous avez tous observé ce que c'était qu'une inflammation. C'est une réponse biologique naturelle qui est en fait un système de protection et de défense. Quand on se pique, par exemple, comme ce petit dessin à droite avec une épine de rose, ben, on va essayer de réparer, de se défendre par rapport à cette action ou ce stimuli qu'on dit nocif. Et qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a une rougeur, puis ça gonfle, c'est chaud, ça fait mal, et ensuite, quelquefois, il y a une perte de fonction. C'est tout ça, toutes ces étapes-là qu'on appelle l'inflammation. Donc, vous l'avez tous ressenti quand vous vous êtes fait mal, on a ce phénomène. Et ce phénomène d'inflammation, pourquoi est-ce qu'il y a cette rougeur et cette chaleur? Parce qu'il y a une libération d'un certain nombre de médiateurs chimiques qu'on appelle par exemple les marqueurs de l'inflammation, les cytokines. Vous en avez entendu parler beaucoup pendant le Covid, par exemple. Et c'est à la fois la libération de molécules, mais aussi l'arrivée de toute une série de cellules immunitaires sur les lieux de l'affection, parce qu'il y a un recensement de toutes ces molécules pour venir défendre le corps face à ce stimulus. Alors normalement, cette inflammation qui est aiguë, donc elle est transitoire, c'est une réponse qui est bénéfique pour notre corps et qui a pour objectif de réparer ce qui se passe quand on est attaqué. Dans certains cas, et c'est ce qui se passe dans certaines maladies mentales et dans certains troubles bipolaires, elle va entraîner ce qu'on appelle une inflammation chronique, qui n'est pas du tout aussi importante que l'inflammation aiguë. Elle est dite de bas niveau, c'est-à-dire qu'elle est peu importante en termes de la quantité de marqueurs inflammatoires qui persistent. Mais on sait aujourd'hui que cette inflammation chronique de bas niveau, elle contribue au développement de plein de maladies comme les maladies auto-immunes, les maladies cardiovasculaires et les maladies du cerveau. Donc, dans le cas des maladies mentales, ce qu'on sait, c'est qu'il y a toute une série de marqueurs inflammatoires qui sont donc associés à cette inflammation chronique, mais qui ne sont pas du tout spécifiques d'une maladie. On les retrouve dans toutes les maladies. Vous avez là une liste de pathologies qui sont associées à cette composante inflammatoire, donc les troubles bipolaires, les dépressions, les schizophrénies, les troubles du spectre de l'autisme, les troubles anxieux, les troubles obsessionnels compulsifs et même les troubles des conduites alimentaires. Ce qu'on sait aussi, c'est que cette inflammation, je vais vous le décrire tout au long de cette présentation, elle est probablement due à l'interaction entre des facteurs de risque environnementaux et un terrain génétique qui fait qu'on va être capable de se défendre, bien ou mal, contre ces agressions de l'environnement. Et ces facteurs de risque environnementaux, ils sont nombreux. Ce qu'on connaît le mieux, c'est les infections précoces, les stress et les infections qui peuvent survenir pendant l'enfance ou chez les adultes, et puis ce qu'on appelle le style de vie, dont on aura l'occasion de reparler. Donc, ces interactions, gènes-environnement, elles déclenchent une inflammation qui est présente dans toutes les pathologies, mais pas chez tous les patients. Et on estime que 40% des patients euh, présentant, par exemple, un trouble bipolaire vont être porteurs de ces marqueurs de l'inflammation. Et ces marqueurs de l'inflammation, on les retrouve au niveau périphérique, dans le sang, on les retrouve au niveau du cerveau et on les retrouve au niveau du système digestif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette inflammation, qui donc est retrouvée dans toutes les maladies, mais pas chez tous les patients, elle est associée à ce qu'on appelle le comportement de maladie, qui a été décrit par Robert Danzer au début des années 2000.
et qui ressemble étrangement à ce qu'on éprouve quand on a la grippe. Quand on a la grippe, on n'a pas trop envie de parler aux autres, on est fatigué, on n'a pas très envie de son lit, et c'est ce qu'on appelle le comportement de maladie qu'on observe aussi quand on a une dépression, où on n'a pas envie de bouger, où on est fatigué, où on n'a pas envie d'avoir d'interaction avec les autres. Donc c'est pour ça qu'on dit que cette composante inflammatoire, elle est associée à des symptômes cliniques qui sont pas spécifiques d'une maladie et qu'on retrouve dans plein de pathologies mentales, ce qui fait que ça remet en cause les classifications diagnostiques dont on parle aujourd'hui. Ce qu'on sait aussi, c'est que cette inflammation, elle est souvent associée à un déclin cognitif, donc on la retrouve plus souvent associée à des difficultés d'ordre cognitif, et on sait aussi qu'elle s'associe à ce qu'on appelle la résistance, la non-réponse ou la mauvaise réponse à un certain nombre de médicaments psychotropes, par exemple aux antipsychotiques. Alors cette inflammation, elle sous-tend aussi quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, qui est la découverte des pathologies médicales qui sont associées aux maladies mentales. On sait qu'il y a aujourd'hui, euh, quand on a un trouble bipolaire ou quand on a une autre maladie psychiatrique, on a toute une série de pathologies qui ont été pendant très longtemps méconnues ou pas diagnostiquées suffisamment tôt et surtout pas prises en charge. Et on pense que ces comorbidités, dont je vais avoir l'occasion de reparler, en particulier ce qu'on appelle le syndrome métabolique, il est sous-tendu et probablement expliqué par cette composante inflammatoire et par toutes ses causes et par toutes ses conséquences. Alors, qu'est-ce que c'est que ce syndrome métabolique? Le syndrome métabolique, en fait, c'est un surpoids, des anomalies du bilan lipidique, une hypertension artérielle et des anomalies de la glycémie. Et ce qu'on a observé grâce aux cohortes auxquelles un certain nombre d'entre vous participez, on vous en remercie beaucoup parce que vous voyez à quel point c'est précieux de participer à ces études de cohorte, ben, on a pu montrer que dans la population générale, la prévalence, la fréquence de ce syndrome métabolique, il est en général de 10%, en tout cas c'est 10% en France. Et quand on a un trouble bipolaire, il est 2 fois plus élevé, il est de 20%. Il est encore plus élevé quand on a une schizophrénie et encore plus élevé quand on a ce qu'on appelle une dépression résistante, c'est-à-dire une dépression qui ne répond pas aux traitements antidépresseurs. Et dans cette étude qu'a faite Ophélia Godin, et je crois elle a été invitée par vous pour présenter ses travaux, ce qu'on a montré, c'est que les patients qui sont vus sur nos centres experts, entre 70 et 90% des patients qui sont vus chez nous et pour lesquels on identifie, on diagnostique un syndrome métabolique, ils n'ont pas été diagnostiqués et pas pris en charge. Donc c'est vraiment quelque chose à connaître et à savoir de manière à ce que vous puissiez, si besoin est, être pris en charge de façon spécifique. Alors vous allez me dire quel est le lien entre ce qu'on nous raconte depuis des années, c'est-à-dire que les médicaments qu'on nous prescrit, en particulier les antidépresseurs, mais aussi les antipsychotiques, ils sont développés pour cibler ce qu'on appelle des neurotransmetteurs dont vous avez tous entendu parler. Donc quel est le lien entre cette inflammation, ce qui se passe dans le cerveau et ce qu'on sait depuis longtemps, c'est-à-dire la modification de ces neurotransmetteurs, en particulier des monoamines? Ben, aujourd'hui, on sait que le lien, il est extrêmement important, puisque vous avez donc à gauche de cette diapo l'interaction entre ces facteurs génétiques et ces facteurs environnementaux dont je parlais tout à l'heure, qui déclenchent en périphérie la production de cette inflammation, de ces marqueurs dont je vous parlais tout à l'heure, l'arrivée d'un certain nombre de cellules pour produire ces marqueurs de l'inflammation et se défendre. Même phénomène au niveau digestif et même phénomène au niveau central. C'est-à-dire que ces cytokines, ces marqueurs de l'inflammation, elles vont être capables de traverser la barrière qui entoure le cerveau, d'arriver dans le cerveau, de déclencher localement cette inflammation. Et c'est cette inflammation qui va être à l'origine ou qui va entraîner une diminution des neurotransmetteurs et des monoamines. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, on voit qu'il y a une diminution de ce qu'on appelle le BH4. Le BH4, c'est un cofacteur de la synthèse de ce qu'on appelle la dopamine. Et s'il diminue, il y a moins de dopamine et donc il y a tous les symptômes qu'on connaît associés à cette hypodopaminergie, qui sont la diminution de l'anédonie, donc la diminution de la capacité d'éprouver du plaisir, la fatigue, le ralentissement, le manque d'énergie. Il y a aussi une autre voie qui est activée par les cytokines, qui est la voie des kynurénines. Et cette voie des kynurénines, elle a besoin, quand elle est activée, de prendre le tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine, dont vous avez aussi entendu parler. Et donc, ça entraîne là aussi une diminution de la sérotonine et une augmentation de la production du glutamate. Tout ça pour vous dire que ce phénomène inflammatoire, il a des conséquences à tous les niveaux, au niveau périphérique, au niveau digestif et au niveau central, et que très probablement, il faut aussi prendre en compte cette inflammation chez les patients, bien sûr, qui en sont porteurs, c'est-à-dire pas tous, pour la soigner et pour diminuer donc l'impact qu'il peut avoir au niveau cérébral.
Alors maintenant que je vous ai expliqué ce que c'était que l'inflammation, quels sont ses liens avec toute une série de symptômes qu'on peut observer et de comorbidités avec des maladies médicales, qu'on peut comprendre quels sont les liens avec les anomalies qu'on connaît au niveau cérébral, essayons de comprendre d'où vient cette inflammation dans les troubles bipolaires. Et on sait qu'il y a toute une série de facteurs de risque environnementaux qui sont associés à la survenue de troubles bipolaires. Et précisément, ces facteurs de risque environnementaux, vous allez voir que en interaction avec le terrain immunogénétique qu'on a pu décrire, ils entraînent cette inflammation. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça permet de se dire que si on corrige ces facteurs de risque environnementaux, on peut avoir une action bénéfique sur le pronostic et sur la prise en charge de la maladie. Alors, le premier de ces facteurs de risque environnemental dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'alimentation. On sait qu'un régime alimentaire de, entre guillemets, mauvaise qualité, c'est une des principales causes de maladies, quelles que soient les maladies, mais aussi les maladies mentales, les troubles bipolaires en particulier, et les pathologies médicales qui y sont plus souvent associées. Alors, il y a une littérature tout à fait colossale sur ce sujet-là, donc je ne vais pas vous la décrire en détail. Ce qu'on sait, c'est que, et c'est surtout nos camarades en Australie qui ont commencé toutes ces études qu'on appelle la psychiatrie nutritionnelle, on sait qu'il y a une diminution de la fréquence de la dépression quand il y a une adhérence à ce qu'on appelle un régime méditerranéen, donc qui est une alimentation, comme vous le savez, riche en fruits, en légumes, en poissons gras, en huile, en noix et en amandes. Et on sait que non seulement il y a une diminution de l'incidence de la dépression, mais il y a aussi une diminution des marqueurs de l'inflammation. Donc, ce régime méditerranéen, il est associé à une diminution du risque de dépression, il est associé à une diminution des symptômes de dépression, et il y a aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans les questions de tout à l'heure, énormément d'études, il y en a encore une qui a été publiée ces jours-ci, sur l'impact de ce qu'on appelle le régime cétogène, on aura peut-être l'occasion d'en parler, sur le pronostic et l'amélioration du pronostic du trouble bipolaire, probablement chez certains patients, probablement pas chez tous, et on ne sait pas encore chez lesquels ça serait le plus efficace. Le deuxième facteur, c'est tout ce qui est lié à la pollution. Et dans mon laboratoire, l'équipe de Franck Churoff et d'André Isoquet travaille là-dessus depuis très longtemps. Et ils ont montré, par exemple, en comparant la fréquence des troubles bipolaires et de la schizophrénie à gauche à Créteil, où je travaille, et à droite à Clermont-Ferrand, on voit qu'il y a 2 fois plus, en gros, de troubles de l'humeur et de troubles psychotiques dans les villes, en particulier à Créteil, comparé aux campagnes. Et on pense que cette différence extrêmement importante en termes de prévalence, elle est très largement due à ce qu'on appelle la pollution de l'air. Et c'est un sujet sur lequel on va beaucoup travailler dans le cadre du PEPR, dont j'aurai l'occasion de vous parler si on a le temps à la fin de cette présentation. Le troisième facteur, entre guillemets, environnemental, c'est les traumatismes. On sait qu'il y a des antécédents de traumatisme pendant l'enfance qui sont très fréquemment retrouvés dans les troubles bipolaires, dans les antécédents des troubles bipolaires, et en particulier quand on a un trouble bipolaire qui a débuté précocement. Et on sait qu'associé à ces traumatismes pendant l'enfance, il y a une augmentation des marqueurs de l'inflammation. Donc ça montre que ces marqueurs de l'inflammation, ils sont des médiateurs des facteurs de stress qui sont là aussi entre ces facteurs environnementaux et ce qui se passe au niveau périphérique et au niveau central. Et on sait aussi que plus il y a des stress sévères tôt dans la vie, plus il y a une augmentation des anomalies immunitaires et plus il y a cette composante inflammatoire qui va arriver. Alors, on sait aussi qu'il y a ce qu'on appelle une comorbidité avec des maladies auto-immunes et des infections. Et donc, les infections sont d'autres facteurs de risque environnementaux qu'on commence de mieux en mieux à identifier. Et ça, c'est une étude qui a été faite par nos collègues à Copenhague, qui ont accès à des très grandes cohortes de patients, enfin de personnes pas forcément malades, mais qui peuvent les suivre. Et on montre que les antécédents d'hospitalisation pour infection, donc hospitalisation, augmentent le risque de survenue ultérieure de troubles de l'humeur. Et une histoire d'hospitalisation pour maladie auto-immune augmente aussi le risque de survenue ultérieure de troubles de l'humeur. Donc vous voyez qu'il y a un lien de cause à effet qui augmente de façon considérable, donc comme si une infection, pour toute une série de raisons sur lesquelles on aura l'occasion de revenir, favorise le développement des maladies mentales, dont les troubles bipolaires. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre infection et troubles bipolaires et pourquoi est-ce que les patients, encore une fois certains d'entre eux, atteints de troubles bipolaires, sont plus sensibles aux infections, ils répondent moins bien, se défendent moins bien contre toute une série d'infections, en particulier virales.
Alors, pour comprendre cette réponse aux infections, il faut comprendre ce que c'est que la réponse aux infections et la réponse du système immunitaire. Et cette réponse, elle va s'étaler au cours du temps avec une première étape immédiate qui s'appelle la réponse innée, qui se développe tout de suite quand il y a une agression de l'extérieur, en particulier une infection, et qui est une réponse absolument pas spécifique, sous contrôle de notre génome, sous contrôle de notre terrain génétique qui va faire qu'on est plus ou moins efficace pour cette première étape de défense. Et une très grande partie des maladies liées au système immunitaire sont liées à une insuffisance de cette première barrière de défense contre des infections. Alors ça, c'est l'histoire de la réponse au cours du temps. Alors quand je dis au cours du temps, c'est quelques jours, avec une infection qui survient, vous voyez là avec cette flèche en bleu. Donc il y a le déclenchement de cette composante inflammatoire qui va venir de façon non spécifique lutter contre les infections. Puis ensuite, il y a toute une série de facteurs qui vont entraîner la persistance ou non de cette inflammation, c'est-à-dire en gros dire stop, on n'a plus besoin d'inflammation, ou ne pas être capable de dire stop. Et puis ensuite, il y a l'étape plus tardive qui survient en général 24 à 48 heures après, qui est le système de l'immunité adaptative et qui, celle-là, est spécifique d'une infection et qui va déclencher d'autres phénomènes, en particulier pro-inflammatoires, donc contribuer à maintenir cette inflammation et aussi déclencher des réactions auto-immunes. Alors, premier exemple de cette immunité innée, on a étudié il y a quelques années des gènes qui font partie d'un système qui s'appelle les toll-like récepteurs, qui sont la première ligne de défense contre des infections. Ce sont des récepteurs qui vont reconnaître les agents infectieux qui vont exprimer donc, des récepteurs dans différents systèmes du corps et qui vont déclencher la réaction de défense en produisant ces fameux marqueurs de l'inflammation que sont les cytokines et en attirant vers le lieu de l'infection toute une série de cellules qui vont contribuer à la défense de l'organisme. Et on a fait toute une série d'études sur ces gènes du système toll-like récepteur et on a montré que chez les patients atteints de troubles bipolaires, de nouveau, pas chez tous, mais on trouve plus souvent de variants génétiques qui entraînent une moins bonne réponse de ce système d'immunité innée pour se défendre contre les infections. Et c'est probablement ce qui explique que dans le sang des patients, c'est toutes les études auxquelles on vous propose de participer, on trouve une non-résolution des infections, une inflammation de bas grade qui est consécutive à la persistance de ces agents infectieux et probablement des phénomènes auto-immuns. Donc ça, c'est ce qui explique cette toute première étape de moins bonne défense contre des agents infectieux. Et ensuite, ce qu'on s'est posé comme question, c'est, d'accord, il y a une première étape qui ne marche pas tout à fait aussi bien qu'elle devrait. Pourquoi est-ce que cette inflammation ne s'arrête pas? Et la réponse vient de deux événements, de deux systèmes biologiques qu'on a beaucoup étudiés ces dernières années, qui sont vraiment en train de transformer la compréhension des maladies mentales. C'est les raisons qui font que cette inflammation qui est là pour nous défendre, une fois qu'elle a fait son job de défense contre les agents infectieux ou contre d'autres facteurs qui nécessitent une réponse inflammatoire, elle persiste. Et elle persiste pour deux raisons. La première, c'est que les petits organelles qui s'appellent des mitochondries, que vous voyez là en bleu sur cette diapositive, qui sont des organelles absolument essentiels à la production de l'énergie par les cellules de notre organisme, ben, ces petites anomalies, ces petites mitochondries, elles ont des anomalies que je vais vous décrire et qui expliquent la persistance de l'inflammation. Et l'autre système qui explique la persistance de l'inflammation, c'est qu'il y a des petites anomalies dans ce qu'on appelle les natural killer cells, les cellules tueuses, qui expliquent le maintien de l'inflammation, qui expliquent le maintien des infections et qui entraînent aussi un autre phénomène qu'on est en train de découvrir, qui est l'augmentation de la perméabilité des barrières qui sont au niveau du cerveau et au niveau du système digestif. Donc, si on s'arrête un tout petit peu sur ces anomalies mitochondriales, on est en train de vraiment comprendre qu'elles ont un rôle très important et que c'est probablement ce qui explique ce qu'on considère aujourd'hui comme étant le trouble bipolaire, comme étant un trouble de l'énergie. Soit on n'a pas assez d'énergie et on est déprimé, soit on a trop d'énergie et on a un épisode maniaque. Et probablement que chez certains patients, cette maladie de l'énergie, elle est due à ces anomalies de ces petits organelles que vous voyez là à gauche, qui sont ces organelles intracellulaires, donc à l'intérieur des cellules, qui ont un rôle absolument essentiel parce qu'ils vont prendre le glucose et ils vont le transformer en énergie.
Et c'est des petits organelles qui ont comme mission essentielle, avec pas tellement d'enzymes, avec un petit nombre d'enzymes, de transformer le glucose en énergie et qui sont impliqués dans toute une série de pathologies dont vous avez la liste à droite. Donc, ce qu'on a montré, c'est que ces anomalies de ces petits organelles intracellulaires, ils peuvent soit entraîner et être à l'origine du syndrome métabolique dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'en fait, ils ne savent pas bien métaboliser le sucre, et ça entraîne la résistance à l'insuline, l'augmentation de la production de stress oxydatif, et toute une série d'autres conséquences. Et en plus, ces mitochondries qui sont endommagées, elles vont libérer leur ADN dans la circulation et entraîner, contribuer à la persistance de cette inflammation. Donc ça, c'est une vraie découverte. Les autres qu'on a montrés, c'est qu'on a montré qu'il y a une interaction entre ce phénomène de stress ou d'événements traumatiques qui surviennent au début de la vie et la persistance d'infections, en particulier d'infections virales, et que l'interaction entre stress d'une part et infection virale entraîne là aussi une inflammation périphérique et aussi ce qu'on appelle l'immunosénescence, c'est-à-dire le fait qu'il y a certaines cellules, les cellules T, ces cellules qui arrivent tout au début pour nous défendre contre une infection, elles deviennent incapables de faire leur travail parce qu'elles ont perdu leur capacité de fabriquer des nouveaux lymphocytes et ça entraîne ce qu'on appelle un vieillissement cellulaire prématuré. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a montré il y a quelques années avec l'équipe de Vincent Vieillard à la Salpêtrière. On a montré que ces cellules euh, tueuses qui interviennent dans le développement de l'immunité, la première phase de la défense contre, par exemple, des infections, elles sont dysfonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont hyperactives, comme si elles étaient tout le temps en train de se défendre contre une infection qui persistait, mais elles ne se défendent pas bien puisqu'elles ne produisent pas les cytokines qu'elles devraient faire. Donc elles sont hyperactives, mais pas, elles ne sont pas efficaces sur le plan de leur capacité de défense de l'organisme. La troisième phase de ce qu'on a démontré, c'est le rôle de ce qu'on appelle l'immunité adaptative. Je ne sais pas si on vous a déjà montré ces petits dessins qui sont extrêmement importants, puisque c'est des courbes qui vous montrent l'implication de toute une série de facteurs génétiques dans le déclenchement de la schizophrénie à gauche et du trouble bipolaire à droite. Et en général, pour les maladies mentales, on a beaucoup de gènes qui sont impliqués, mais à très bas niveau. C'est ce qu'on appelle le terrain polygénique, qui est complexe et qui n'est jamais fait d'un seul gène et d'un seul marqueur génétique. Et depuis ces études, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un endroit sur le génome où il y a des résultats extrêmement forts, qui sont entourés là en bleu, et qui se situent sur un des chromosomes de notre équipement génétique, qui est le chromosome 6. Et sur ce chromosome 6 se trouve un système très important pour le système immunitaire, qui est le système qui s'appelle HLA, qui est le système qui va intervenir dans une deuxième phase de la défense contre des agents extérieurs. Et ce système HLA, il est très important puisqu'il est présent dans toutes les régions du cerveau. Il est au cœur des processus anti-infectieux, inflammatoires, auto-immuns. Et il a aussi un rôle très précoce dans la mise en place du système nerveux central dans le neurodéveloppement. Et ce système, il est connu pour être sur le plan génétique associé avec plein de maladies, en particulier plein de maladies auto-immunes, comme la polyarthrite rhumatoïde, le diabète, la sclérose en plaques. Et on sait de mieux en mieux que certains de ces gènes sont aussi associés aux maladies mentales et peut-être expliquent chez les patients qui en sont porteurs l'association avec des maladies auto-immunes et un trouble bipolaire. Et de fait, avec Riyad Tammouza, on a montré que, on retrouve une association avec certains patterns génétiques qui s'appellent des haplotypes ancestraux, c'est-à-dire qu'ils sont transmis de génération en génération depuis des générations et des générations. Et on trouve que certains de ces patterns génétiques sont associés avec le trouble bipolaire, en particulier chez les patients qui ont ce qui s'appelle un cycle rapide, où on trouve un haplotype, donc un ensemble de gènes particuliers qui ont comme caractéristique d'être pro-inflammatoires, c'est-à-dire qu'ils vont renforcer encore plus cette composante inflammatoire. Et il y a un autre ensemble de gènes qui s'appelle le HLA 8.1AH, qui est un haplotype qui est associé au déclenchement de maladies auto-immunes. Alors l'autre intérêt de ce système HLA, c'est qu'on a trouvé dans une très grande consortium génétique qui regroupe beaucoup de patients
chez lesquels on a pu étudier le terrain génétique associé avec la bonne et mauvaise réponse au lithium. On a trouvé que là aussi, on avait une implication de ce système HLA. Et donc, pour vous raconter une longue histoire, mais pas de façon trop longue, on a montré que les patients qui étaient des mauvais répondeurs au lithium, en fait, ils avaient un haplotype, donc cet ensemble de gènes du système HLA, qui était pro-inflammatoire. Donc, au lieu que le lithium, dont on sait qu'il a une action anti-infectieuse et anti-inflammatoire, puisse avoir cette action, ne pouvait pas avoir cette action parce que les patients mauvais répondeurs étaient porteurs de cette composante inflammatoire. Et à l'inverse, les patients bons répondeurs avaient un haplotype HLA qui avait un effet anti-inflammatoire. Donc c'est important parce que peut-être qu'un jour, on pourra se servir de ces résultats pour d'une part prédire la réponse au lithium, la bonne ou la mauvaise réponse au lithium, et peut-être pour compléter chez les personnes qui ne répondent pas bien et qui sont porteurs de marqueurs inflammatoires, compléter par des stratégies anti-inflammatoires. Alors, pour aborder maintenant la troisième partie de mon exposé, je vais vous montrer sur deux exemples quelles sont les conséquences de cette inflammation. Donc, on a vu que l'inflammation chronique, elle était due à l'interaction d'un terrain génétique qu'on commence à connaître de mieux en mieux avec ces facteurs de risque inflammatoires, ces facteurs de risque environnementaux par contre, qu'elle entraînait donc la présence d'une inflammation chronique au niveau périphérique, au niveau central et au niveau digestif. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là et que chez certaines personnes, cette inflammation, probablement à cause d'autres marqueurs génétiques, elle va entraîner d'autres activations de certaines voies biologiques qu'il est important de connaître et de rechercher parce qu'il y a des conséquences diagnostiques et thérapeutiques. Et je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est la découverte que nous avons faite avec Laurent Groc il y a quelques années de la présence de ces auto-anticorps contre des récepteurs cérébraux. Et je vais vous raconter l'essai thérapeutique qui démarre là. Et deuxièmement, la conséquence de ces anomalies mitochondriales et ce qu'on peut faire là aussi pour lutter contre. Alors, premier événement, c'est cette histoire de production d'auto-anticorps. Donc, on fabrique des anticorps en général pour se défendre contre des agents extérieurs, en particulier des infections. Mais dans certains cas, le système immunitaire qui est trop efficace, qui est trop zélé, on va dire, va se retourner contre soi pour fabriquer des anticorps contre soi. Et c'est le cas en particulier quand il y a une inflammation, parce que cette inflammation, au niveau digestif, elle va augmenter la perméabilité de la barrière intestinale, augmenter le passage dans la circulation sanguine d'un certain nombre de substances. Et quand il y a un terrain génétique particulier, le terrain génétique va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces protéines qui passent dans la circulation sanguine? Et il va fabriquer des anticorps contre ces protéines. Et pas de chance, ces anticorps qui sont faits pour lutter contre quelque chose d'extérieur peuvent croiser, reconnaître à tort des récepteurs, par exemple des récepteurs cérébraux, et fabriquer des auto-anticorps contre des récepteurs cérébraux. Et c'est ce qui se passe dans ce qu'on appelle la psychose auto-immune, qu'il faut qu'on change de nom, parce qu'au début, on a cru que ça concernait que les patients atteints de psychose ou de schizophrénie. Maintenant, on sait que c'est le cas dans plein de pathologies, dont les troubles bipolaires. Et ces pathologies, on les reconnaît cliniquement par certaines caractéristiques cliniques qui sont décrites sur cette diapositive, et en particulier le symptôme le plus, pour moi, pathognomonique, le plus typique du fait qu'il faut rechercher ces marqueurs de l'auto-immunité, c'est un début extrêmement brutal de symptômes cliniques, donc des symptômes psychiatriques, associés avec des symptômes neurologiques, souvent des symptômes neurologiques mineurs, associé à une mauvaise réponse aux médicaments qu'on utilise en psychiatrie et associé avec une histoire souvent personnelle et familiale de maladies auto-immunes. Quand on a un tableau comme ça, il faut rechercher la présence d'auto-anticorps et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on trouve à la fois dans ce qu'on appelle des encéphalites à anticorps anti-NMDA qui sont tout à fait différentes dans leur expression clinique que les tableaux cliniques qu'on observe chez les personnes atteintes de maladies mentales où le mécanisme d'action de ces auto-anticorps est tout à fait spécifique et différent, puisqu'on observe des mouvements des récepteurs au niveau de la synapse qui sont tout à fait désorganisés et qui reviennent à la normale quand on neutralise ces auto-anticorps. Donc ça nous a conduit à démarrer un essai clinique qui a démarré en décembre 2024 et qui consiste à rechercher chez 1000 patients, on est en train de démarrer les inclusions, la présence de ces auto-anticorps. Et si les patients sont porteurs de ces auto-anticorps, on va leur proposer un essai thérapeutique avec un immunomodulateur
qui est chargé de neutraliser ces auto-anticorps. C'est un protocole qui est identique à ce qui est en train de se faire en Angleterre, où ils font la même chose que nous. Donc, on va voir si on trouve les mêmes résultats. Et donc, c'est vraiment un projet important dont vous pouvez trouver la description sur le site de la Fondation fondamentale. C'est un protocole qui s'appelle Team des pistes. Alors, deuxième conséquence, deuxième exemple, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, deuxième exemple des conséquences de cette inflammation, c'est l'idée que pour certains patients, il y a l'idée que le trouble bipolaire, c'est une maladie de l'énergie. Alors, on sait que le cerveau ne représente pas un poids énorme, puisque c'est 2% du poids du corps. Par contre, le cerveau est très gourmand en énergie, puisque le cerveau dépense 20% de l'énergie de notre corps. Donc, on imagine bien qu'il est très sensible au manque d'énergie qui peut être causé par des anomalies métaboliques. Et donc, les stratégies qui permettent de comprendre le syndrome métabolique dont je vous ai parlé tout à l'heure et de le traiter doivent être systématiquement évaluées pour pouvoir proposer des stratégies thérapeutiques. Alors, je vous ai montré tout à l'heure que le trouble bipolaire pouvait être la conséquence de ces anomalies mitochondriales. Et on sait aujourd'hui, par toute une série d'études qu'on conduit en France et en collaboration avec le laboratoire d'Anna Andreasa à Toronto, au Canada, qu'on retrouve des dysfonctionnements de ces mitochondries dans le trouble bipolaire qui se traduisent par le fait qu'il y a toute une série de marqueurs biologiques qui témoignent de la souffrance en fait de ces mitochondries et qui incite non seulement à les mesurer, mais surtout à développer des stratégies thérapeutiques qui permettent de restaurer une fonction mitochondriale normale. Donc ça, je vous ai déjà montré. Donc, une des façons de corriger ce syndrome métabolique, il y a plein de stratégies thérapeutiques qui sont en train d'être développées, mais une première stratégie, c'est de savoir manger ce qui est bon pour notre cerveau et ce qui permet de diminuer l'inflammation. Et c'est pour ça qu'on a créé une application que vous avez peut-être déjà vue, qui s'appelle l'application Food for Mood, qui est une application qui nous permet d'avoir des recommandations et des conseils qui viennent des nutritionnistes pour savoir ce qu'il faut manger, ce qu'il faut faire comme course et avoir des idées de recettes. Donc, vous pouvez tout à fait regarder cette application sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Alors, pour conclure, et avant de vous dire quelques mots du PEPR, je voudrais vous dire c'est une bonne nouvelle, les découvertes qui sont en cours, parce que ces découvertes de l'immunopsychiatrie, qui sont donc portées par toute une série de projets, mais en particulier par un certain nombre de mécènes de la Fondation fondamentale, ça nous permet d'aller vers ce qu'on appelle la psychiatrie de précision. Je vais y revenir pour vous parler du PEPR. Et l'objectif qu'on poursuit, c'est deux grandes stratégies thérapeutiques. Encore une fois, quand on trouve ces marqueurs de l'inflammation qui sont mesurables très simplement dans le sang, l'objectif, c'est deux choses. C'est un, de réduire l'inflammation, et deux, quand il y a des mécanismes spécifiques comme ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est de développer des essais thérapeutiques pour apprendre à traiter ces anomalies biologiques. Donc, comment est-ce qu'on peut réduire l'inflammation? Premièrement, on peut choisir des médicaments psychotropes qui n'augmentent pas cette inflammation, mais au contraire qui la diminuent et qui ne vont pas non plus entraîner une prise de poids. Donc, encore une fois, ce n'est pas pour tous les patients, mais c'est les patients qui sont porteurs d'une inflammation et ou d'un syndrome métabolique, où il faut faire attention au choix des médicaments psychotropes. Deuxièmement, il y a un certain nombre d'agents anti-inflammatoires qui ont fait l'objet d'un certain nombre d'études et qui peuvent être rajoutés au traitement habituel. Et puis, ce qu'on sait de mieux en mieux, c'est l'importance de ce qu'on appelle les mesures de style de vie, comme l'activité physique régulière. Il ne s'agit pas d'aller faire un marathon ou d'aller faire les Jeux olympiques, mais d'avoir une activité physique régulière, de faire attention à ce qu'on mange et d'avoir un sommeil régulier. Et puis l'autre aspect des découvertes qu'on est en train de faire, c'est qu'on va progressivement, une fois que les essais cliniques, la recherche sur les essais cliniques auront été développés, qu'on aura démontré que ces traitements sont efficaces, c'est qu'on va pouvoir développer des stratégies immunomodulatrices pour les maladies auto-immunes. On va pouvoir développer des médicaments qui vont booster l'efficacité de nos mitochondries. Et puis, on est aussi en train de développer ce qu'on appelle des polymicrobiothérapies pour restaurer la barrière intestinale et diminuer l'inflammation pour les patients qui ont peur d'une inflammation. Alors, c'est un petit dessin pour vous montrer les progrès de la médecine de précision qui a pour objectif de comprendre et d'identifier avec précision des maladies spécifiques à l'intérieur de ces entités cliniques qui sont très plurielles, qui sont très hétérogènes, et c'est pour ça qu'on parle des troubles bipolaires au pluriel, des schizophrénies au pluriel, des dépressions au pluriel, et il faut qu'on utilise les outils qu'on a à notre disposition
pour identifier les sous-groupes homogènes, et c'est tout l'objectif de la médecine de précision que d'identifier ces sous-groupes, ces formes cliniques homogènes, pour pouvoir proposer des stratégies thérapeutiques le plus spécifiques possible pour chaque patient. Alors, si vous voulez en savoir plus, il y a un livre qu'on a écrit il y a quelques années maintenant qui s'appelle Immunopsychiatrie, qui est publié chez Springer. Et si j'ai encore le temps, j'ai quelques diapositives, à moins que vous vouliez qu'on fasse une petite pause là et qu'on fasse le PEPR après, comme vous voulez. Oui, Allez, on fait on une va faire petite une pause. petite pause et puis on va voir s'il y a des questions. Je crois qu'il y en a, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, hein. On ne va pas être honnête, c'est quand même assez compliqué. Ce que vous venez de nous raconter là, ça balaye beaucoup, un champ très très large d'hypothèses, enfin plus que des hypothèses, quoi, des, des, des- des pistes, hein, des pistes que vous avez suivies depuis longtemps et que vous commencez à déterminer. Euh, Moi, je voulais vous poser une question toute bête avant, pendant que Émilie cherche les autres. Est-ce que les anti-inflammatoires banaux, ça ne marche pas dessus? Alors, il y a énormément d'études d'anti-inflammatoires associées aux traitements psychotropes habituels et qui marchent uniquement chez les patients qui sont porteurs d'une inflammation. C'est-à-dire qu'il y a de nouveau eu plein d'échecs d'essais thérapeutiques quand on ne stratifie pas les patients. C'est-à-dire quand on considère que tous les troubles bipolaires, toutes les dépressions sont les mêmes, on perd beaucoup de temps à faire des essais cliniques. Donc, c'est ça l'objectif de cette médecine de précision qu'on va développer dans le cadre de ce PEPR, parce que sinon, on perd des opportunités, on perd des chances de développer, démontrer d'efficacité stratégie thérapeutique. Donc vraiment, la caractérisation de ces sous-groupes qu'on essaye de faire, elle est extrêmement importante, et en particulier pour rechercher, pour démontrer l'efficacité de ces traitements anti-inflammatoires qui sont probablement qui s'adressent qu'à peu près à 40% des patients. Oui, c'est déjà pas mal. Mais est-ce que ce sont des anti-inflammatoires banaux Bien sûr, tout à fait. C'est génial ça. Donc ça avec un peu autre chose, quoi. Avec des psychotropes adaptés, mais chez les bons patients. Exactement, c'est le bon traitement pour le bon patient au bon moment. C'est ça la médecine, Et au l'espoir bon de la moment médecine de aussi. Ça doit pas être évident, ça. Voilà, c'est l'espoir de la médecine de précision, comme on le fait dans les autres maladies, qu'on essaye d'appliquer maintenant aux troubles bipolaires. D'accord. Émilie, as-tu une question? As-tu Oui, on a une repéré? première question de d'Éric. Donc, il dit, est-ce qu'un traitement au lithium depuis plus de 33 ans peut entraîner une acidose métabolique due à une dégradation rénale? Merci. Alors, on sait tous qu'il y a des effets secondaires du lithium sur le rein. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu, qui se soigne aujourd'hui et qui fait partie des effets secondaires du lithium. C'est vraiment connu depuis très longtemps. Donc la réponse est oui. De nouveau, pas chez tout le monde. Et aujourd'hui, on ne sait pas prédire qui va développer des problèmes rénaux. Donc c'est un des problèmes. Merci. Tu as une autre question? Oui, alors, il y a des questions sur différents traitements. Il y a aussi une question de Nadine qui dit: Bonjour, mon fils a été contaminé à 6 ans par une maladie de Lyme et a déclenché les premiers symptômes de la bipolarité à 12 ans. Quelle incidence cela peut-il avoir? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, on ne sait pas. On sait, comme je vous l'ai dit, que énormément d'études épidémiologiques ont montré qu'il y avait un lien entre certaines infections et la survenue ultérieure de différents troubles mentaux, dont les troubles bipolaires. Et là, on est en train de construire un très gros programme avec nos collègues infectiologues pour comprendre le lien, les conséquences, donc la compréhension de l'impact de ces infections, et du coup, quelles sont les conséquences et les stratégies thérapeutiques qu'on pourrait développer. Il faut qu'on comprenne quels sont les liens. Aujourd'hui, c'est des hypothèses, comme Eliane le disait tout à l'heure, c'est des hypothèses, mais qui sont des hypothèses très fortes et qui suivent un autre domaine de recherche que vous connaissez probablement, qui sont le domaine des démences, par exemple, où on a démontré qu'il y a un lien entre infection et maladie neurodégénérative. Donc, de nouveau, ce n'est pas chez tous les patients, mais il y a un lien entre infection et maladie du cerveau qu'il faut qu'on commence à comprendre parce que ça ouvre à des voies thérapeutiques spécifiques et peut-être un jour à des stratégies de prévention. D'accord. Blandine, tu as des questions ou tu peux pas parler? Ben, je vais Ne force pas, essayer Blandine. de parler. Euh, une question sur l'alimentation, un régime anti-candidose intestinale, sans gluten,
sans produits laitiers, sans sucre, peut-il stabiliser un bipolaire? Alors, moi, je ne me réfère que aux études publiées et aux essais cliniques contrôlés. Donc là, en ce moment, je vous ai dit qu'il y avait deux types de régimes qui avaient fait l'objet ou qui sont en train de faire l'objet d'études, qui sont le régime méditerranéen et le régime cétogène. Et donc là, on pourra venir vous en reparler une autre fois, il y a une littérature extrêmement importante en train d'être publiée, donc c'est vraiment des données très très récentes qui montrent que, de nouveau, chez certains patients, parce qu'ils vont améliorer ce syndrome métabolique, parce qu'ils vont rebooster les mitochondries, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils sentent qu'ils ont un effet bénéfique, bien sûr en association avec le traitement habituel, le traitement psychotrope habituel, mais tout ça, c'est des stratégies qui sont très prometteuses et qui montrent qu'aujourd'hui, le traitement d'un trouble mental et d'un trouble bipolaire, il doit vraiment être un trépied avec le traitement thymorégulateur psychotrope, encore une fois au bon moment et à la bonne dose, la thérapie dite psychosociale, donc la forme de psychothérapie au bon moment, et puis des règles d'hygiène de vie dont on comprend de plus en plus qu'elles ont une très grande importance. Je redis, activité physique, alimentation, sommeil, comme d'ailleurs pour toutes les maladies chroniques. On dira la même chose à quelqu'un qui a un diabète, par exemple. Il y a, il y a Ziri Benmouhoub qui vous remercie d'abord pour cette présentation passionnante. Et je passe un petit peu, il vous fait beaucoup de compliments. On entend également de plus en plus parler de la psychiatrie métabolique, qui, comme vous y avez fait allusion, se base sur l'idée que les maladies mentales sont souvent des maladies du métabolisme. Donc, voilà. Les travaux, il parle des travaux du docteur Albert Danan, que je ne connais pas, et du docteur Chris Palmer et Georgia Head, et entre autres, Amérique semble être pionnier à ce niveau. Je ne sais pas quoi vous dire. Et il dit la question, pensez-vous que ce type de traitement arrivera bientôt en France? Je suppose qu'il fait allusion à ce que je viens de dire. Ou serait-il un traitement plutôt de dernier recours pour des cas réfractaires? Ou a-t-il l'espoir de devenir une intervention de première ligne ou prioritaire dans certains cas? Je ne sais pas si j'ai été claire, peut-être dans... Alors, la psychiatrie métabolique, j'ai essayé de vous en parler ce soir, hein. C'est vraiment un champ qui est en train d'exploser et qui donc fait l'hypothèse et démontre que le trouble bipolaire, c'est une maladie de l'énergie. C'est-à-dire quand on est déprimé, on n'a pas assez d'énergie. Quand on est maniaque, on a trop d'énergie. Et qui expliquerait aussi l'association avec ce syndrome métabolique dont on est déjà venu vous parler et dont vraiment, je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est bien ça. C'est-à-dire l'association et le fait qu'il y a de manière plus fréquente chez les patients atteints de trouble bipolaire la survenue de ce syndrome métabolique qui peut non seulement se diagnostiquer de façon simple, mais aussi se traiter de façon simple, parce que toutes les stratégies utiles pour un syndrome métabolique, qu'on ait un trouble bipolaire ou pas, ils doivent être la même. Et donc ça, c'est extrêmement important parce qu'on voit encore trop de patients chez qui le diagnostic n'a pas été porté, et donc les stratégies thérapeutiques spécifiques, qui sont des stratégies qu'on ait un trouble bipolaire ou pas, encore une fois, sont les mêmes, ne sont pas prescrites. Et les espoirs aujourd'hui, c'est de prévenir la survenue de ce syndrome métabolique et de comprendre sa cause, et c'est pour ça que ce que j'ai essayé de vous expliquer, je suis désolée si c'était un peu compliqué, c'est que probablement que l'origine de ce syndrome métabolique, c'est ces anomalies de ces petits organelles intracellulaires qu'on appelle les mitochondries, qui sont donc les organelles intracellulaires qui produisent l'énergie et pour lesquels on trouve plein d'anomalies. Donc c'est de la recherche, donc c'est pas encore possible de le mesurer de façon courante en clinique de tous les jours, mais ça va venir. Et derrière, on fera, ou on a commencé, en particulier les Australiens, qui sont toujours en avance, ont commencé à faire un certain nombre d'essais cliniques prometteurs sur des médicaments qui boostent les mitochondries. Et donc, les grandes voix, les grands chercheurs qui ont découvert la psychiatrie métabolique, c'est Brenda Penix à Amsterdam, qui est la première, il y a une dizaine d'années maintenant, à avoir identifié des formes de dépression, puis à comprendre derrière la biologie. Et il y a toute une série d'essais thérapeutiques en cours avec des médicaments que vous connaissez, qui peuvent être les statines ou la metformine, et puis des nouveaux médicaments qui sont les agonistes GLP-1, dont vous avez dû entendre parler, qui ne sont pas du tout testés aujourd'hui dans le trouble bipolaire, en tout cas pas à ma connaissance, et qui sont là aussi probablement des voies thérapeutiques futures. Encore faut-il qu'on ait les moyens de réaliser des essais cliniques pour démontrer leur efficacité. Je vais peut-être vous poser la question de Mcédine Fetni. Bonjour, quels sont les bilans immuno-inflammatoires à demander en première intention en cas de résistance dans le trouble bipolaire? Alors, c'est une très bonne question. Donc, les bilans, c'est des bilans standards. Donc, c'est des choses qui sont faisables et à la fois des choses qui sont du domaine de la recherche. Mais
dans la pratique clinique de tous les jours, il faut absolument avoir au moins une fois par an la recherche d'un syndrome métabolique dont on a parlé déjà, j'en ai déjà parlé, je pense que c'est vraiment important que vous ayez tous ça en tête. Et puis il y a des marqueurs de l'inflammation qui ne sont pas d'une grande finesse, mais qu'on utilise aussi dans les maladies cardiovasculaires ou dans d'autres maladies inflammatoires chroniques, comme par exemple la C-réactive protéine, la CRP, qui est quelque chose qui est très simple à mesurer, qui n'est pas du tout le garant du fait qu'il y a une inflammation, mais c'est une indication et c'est important de pouvoir surveiller son bilan sanguin, son poids, son bilan lipidique, la glycémie, au même titre qu'on va vérifier qu'on n'a pas d'hypothyroïdie, ou si on en a une, qu'on va la soigner, ou qu'on a une fonction rénale qui fonctionne bien ou mal. Il y a toute une série de bilans biologiques, ce que vous savez aussi avec moi d'ailleurs, qui sont à faire une à deux fois par an, très régulièrement pour vérifier que tout fonctionne bien. Je continue, si tu permets. Après, je te passe la parole, Émilie. Y a-t-il un lien entre la bipolarité, la fibromyalgie et les mitochondries? Alors, c'est une bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas Comment? trop ce Je ne que sais c'est pas. que la fibromyalgie, moi. Bah, C'est pas si facile. C'est ce qu'on a identifié. Savez-vous si on a identifié ce que c'est exactement? je ne sais pas quelles sont les données épidémiologiques là-dessus. Donc, on a énormément d'études qui ne sont pas forcément des études françaises sur toutes les comorbidités médicales associées aux troubles bipolaires, dont un certain nombre de maladies auto-immunes, le psoriasis, le lupus, toute une série de pathologies. Je ne sais pas pour la fibromyalgie. Je peux rechercher, mais je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. D'accord. Émilie, tu as une question? Oui, question de Ziri. Pensez-vous que ce type de traitement arrivera bientôt en France? Sera-t-il un traitement plutôt de dernier recours pour des Non, cas... je viens de la poser, Émilie. Bon, ben voilà. À tout On a- faux. Comme quoi, ça demande beaucoup de concentration. Alors, il y a Jean-Marc, Jean-Marc qui est enfin pas très gai. Que penser de la psychiatrie de précision quand on n'est pas capable d'avoir plus de 7 cachettes capine? Ah, ça, c'est deux sujets différents. Il y a le sujet de la production des médicaments, Ok. qui ne dépend pas beaucoup de nous, malheureusement. Et la psychiatrie de précision, je vais vous en parler si on a un petit peu de temps. Donc, c'est l'idée qu'aujourd'hui, on a les moyens et les outils pour identifier au sein de ces pathologies qui sont aujourd'hui diagnostiquées simplement avec des symptômes cliniques, mais pas avec des mesures objectives et quantifiables, et en particulier des marqueurs sanguins, mais ça peut aussi être des données d'imagerie, des données d'électrophysiologie, des données digitales, pour essayer d'identifier des formes cliniques spécifiques et de pouvoir les traiter de façon spécifique. Je vous ai donné l'exemple des psychoses auto-immunes, je vous ai donné l'exemple du syndrome métabolique. Ça, ce n'est pas des choses très compliquées à diagnostiquer aujourd'hui, en tout cas, c'est faisable. Et c'est le début de cette médecine de précision qui est aujourd'hui très largement déployée en cancérologie, par exemple, ou dans les maladies neurodégénératives. Donc c'est à notre portée, c'est en train de se développer dans le monde entier et fort heureusement, c'est aussi en train de se développer en France. Oui, alors je vais encore poser une question que j'ai Oui. repérée, là, je vais pas la perdre. AINS, anti-inflammatoire, non stéroïdien et lithium ne sont pas compatibles. Une autre personne dit, je croyais que les anti-inflammatoires étaient contradictoires avec le lithium. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la réalité. Donc, je ne sais pas expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une composante inflammatoire et des médicaments qui sont contre-indiqués avec le lithium. C'est une bonne question. Mais il y a plein d'autres médicaments anti-inflammatoires. On dit aussi que les anti-inflammatoires risquent de majorer le passage en E. Bon. Mais en fait, on ne sait pas très bien parce que dans ce cas-là, enfin, c'est peut-être pas au même moment qu'on prescrirait des anti-inflammatoires et les psychotropes, non? Alors, tout ça nécessite de faire des essais thérapeutiques. Pour le moment, ce qu'on fait, c'est, on ne sait même pas encore la question du temps et la question du moment où il faut les prescrire. C'est pas encore ça n'a pas encore fait l'objet d'études. Est-ce que c'est au tout début de la maladie? Est-ce que c'est avant le début de la maladie? Est-ce que c'est, on ne sait pas. Et les essais thérapeutiques, ils sont faits, pour le moment, la stratification, c'est présence ou absence de marqueurs de l'inflammation. Et Oui. ensuite, les essais thérapeutiques, alors il y en a plein, hein. Il y en a eu il y en a eu énormément, par exemple, avec un complément alimentaire qui s'appelle la N-acétylcystéine, le NAC, dont on a montré que chez les patients porteurs d'inflammation, il était efficace. Il y a un certain nombre d'anti-inflammatoires qui ont été testés. Et puis, il y a des nouveaux médicaments et des nouvelles stratégies. Je vous ai parlé des polymicrobiothérapies. Il y a un médicament qui booste les mitochondries qui a été
publié l'été dernier. Il y a plein d'essais en cours et en fait, c'est vraiment ce que j'essaye de porter ce soir, c'est un message d'espoir parce que la meilleure compréhension et la meilleure caractérisation, ça permet d'avoir des nouvelles cibles thérapeutiques qui sont en train de se développer. D'accord. On a encore Et- des questions, Oui, oui. oui, oui. On est dans du pratico-pratique. Lionel demande quel test demander à ma généraliste pour savoir si j'ai des inflammations délétères pour mon trouble bipolaire. C'est pareil. La question, c'est une question importante, c'est pour ça qu'elle revient, je pense. Donc, Ouais, Oui, ouais, elle revient, ouais. Non, non, mais je le savais, mais non, non, mais je pense qu'il faut le redire si ça revient, parce que c'est important. Donc, il faut absolument surveiller la présence d'un syndrome métabolique. Donc, en plus du poids, surveiller la glycémie, le bilan lipidique, le bilan la glycémie. Il faut rechercher des marqueurs périphériques standards d'inflammation, comme la C-réactive protéine, la ferritine, le fibrinogène. Et il faut rechercher, s'il y a des signes d'appel, la présence d'auto-anticorps, par exemple, contre la thyroïde. C'est une maladie extrêmement fréquente dans le cadre du trouble bipolaire. Et vous savez tous que ça fait l'objet de surveillance très régulière. Donc ça, c'est pour les bilans standards. Ensuite, on peut faire des bilans beaucoup plus poussés dans le cadre de protocoles de recherche qui font des évaluations très poussées d'un certain nombre de marqueurs de l'inflammation. alors il y a quelques personnes. Eric nous demande, est-ce qu'un manque de sommeil ou un cycle circadien déréglé par des ruminations peut entraîner des inflammations? Alors la réponse est oui. Il y a des liens entre troubles du sommeil et survenue de l'inflammation et augmentation de l'inflammation. Donc on a des stratégies thérapeutiques pour empêcher ou réduire l'importance des troubles du sommeil qui, comme vous le savez, ne sont pas recommandés dans le cadre du trouble bipolaire. Mais ça, c'est l'objet éventuellement d'une autre conférence, ou à moins que vous en ayez déjà fait une, avec tous les gènes du rythme nictéméral dont on sait que certains d'entre eux sont associés avec le trouble bipolaire. Et on sait aussi qu'il y a des anomalies de la production et du rythme et de la synthèse de la mélatonine qui est produite chez certains patients bipolaires en moins grande quantité et pas au moment où il y a un pic. C'est-à-dire en ce moment, en gros, on devrait commencer à fabriquer de la mélatonine parce que la nuit tombe et le traitement, c'est de la mélatonine. Mhm. Pierre-Alexis Geoffroy va venir nous parler Très de, bien, je de, connais ça très de, bien. de ça, de ce sujet, enfin si j'ai bien compris, hein. Voilà. Une autre question? oui. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer les différentes réponses aux antidépresseurs dans la dépression bipolaire, virage maniaque, tableau mixte, résistance à de la dépression ou des autres cycles rapides? Alors, c'est exactement l'objectif de la psychiatrie de précision, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut comprendre ces réponses différentes face aux médicaments, effectivement, réponse, non-réponse, virage maniaque, pas virage maniaque, tout ça, ça nécessite des recherches qui sont en cours. Alors, ça dépend très probablement de facteurs génétiques, probablement de facteurs, de cofacteurs, comme tous les facteurs dont on a parlé ce soir, que ce soit les facteurs environnementaux, ou le style de vie, euh, la survenue ou l'existence d'infections, l'inflammation, etc. Je vous ai montré l'exemple de HLA, par exemple, pour prédire la réponse au lithium. Alors, c'est une seule étude, donc il faudrait encore qu'elle soit répliquée, mais ça fait partie de nos espoirs de pouvoir prédire et comprendre les stratégies thérapeutiques à développer en cas de réponse ou de non-réponse. Et pour tout ce qui est résistance aux antidépresseurs, je vous l'ai dit tout au début de mon exposé, il y a effectivement la présence de cette composante inflammatoire qui est retrouvée très souvent dans les cas de résistance au traitement. Donc tout ça, c'est en train d'être travaillé et d'être compris. Et la voie de l'inflammation est un des facteurs qui permet de comprendre ces différentes réponses des personnes aux médicaments. Je vais peut-être vous proposer de passer au Oui, PEPR. Mm. si vous euh, voulez. Parce que de toute façon, on n'épuisera pas toutes les questions, hein. Non, c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup. C'est impossible. Bon, voilà. Madame, si vous voulez bien, vous voulez repartager l'écran peut-être, non? Je repartage. Très Est-ce que bien. vous voyez mon écran? Oui. Bon, alors donc, le gouvernement a lancé un programme dont vous voyez le logo à gauche, qui s'appelle France 2030, et qui a mis beaucoup, beaucoup d'argent sur la table pour financer toute une série de projets dans tous les domaines. Ça va de l'astrologie à l'intelligence artificielle, toute une série de domaines. Et le PEPR Propsy a été le premier projet sélectionné après un concours international dans le domaine de la santé pour développer ce qu'on appelle donc la psychiatrie de précision.
La psychiatrie de précision, c'est la même chose que ce qui est développé dans la cancérologie de précision, c'est-à-dire aujourd'hui, on continue à garder des termes comme cancer du poumon ou mélanome, mais la cible thérapeutique, elle est faite en fonction de marqueurs biologiques très spécifiques qui vont permettre, quelle que soit la pathologie, de cibler un mécanisme spécifique. Et c'est ce qu'on espère arriver à développer dans cette psychiatrie de précision. Alors, je n'arrive pas à passer mes diapos. Voilà. Alors, ce projet, donc, il a pour objet de développer cette psychiatrie de précision en fédérant la communauté des professionnels de santé, des chercheurs, des enseignants, des industriels et des associations de patients sur l'ensemble du territoire. Les porteurs de ce projet, c'est l'INSERM et le CNRS, avec des établissements partenaires, dont la Fondation fondamentale, mais aussi le CEA, toute une série d'universités et toute une série d'établissements hospitaliers. Alors pourquoi c'est important de développer cette psychiatrie de précision? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette nouvelle forme de médecine? La raison, c'est que on n'est pas très fier du nombre d'avancées diagnostiques et thérapeutiques qui ont été faites au cours de ces 50 dernières années. Ça ne vous aura pas échappé qu'en gros, on utilise toujours les mêmes antidépresseurs, toujours les mêmes thymorégulateurs, et il n'y a pas tellement d'innovation pour diagnostiquer avec plus de précision. Et les explications de cette situation, qui a entraîné, ce qui ne vous a pas non plus échappé, le retrait de l'industrie pharmaceutique de prendre le risque de développer des nouveaux médicaments, nous, on pense qu'il y a 3 raisons qui expliquent cette situation et qui expliquent les échecs des essais cliniques. Vous avez peut-être vu ces dernières semaines, il y a encore eu 3 molécules, 3 essais thérapeutiques qui ont échoué, donc les échecs continuent. Et pour nous, les raisons qui expliquent ces échecs, c'est le fait qu'on utilise ce qu'on appelle des diagnostics catégoriels, qui sont posés par les manuels diagnostiques dont vous avez entendu parler sûrement, l'ICD, le DSM-5, qui ont permis d'obtenir une bonne fidélité intercotateur, c'est-à-dire que quand on est psychiatre à Paris, à Tokyo ou à New York, on va utiliser les mêmes critères. Et ça, c'était déjà un progrès énorme parce que ça veut dire qu'on parle le même langage à nos patients et entre médecins, mais on n'a jamais réussi à montrer de validité biologique, c'est-à-dire qu'on n'a jamais réussi à démontrer qu'il y avait des biomarqueurs qui permettaient de valider ces entités cliniques. Et ça entraîne le fait que ces entités, elles ont tous des S parce qu'elles sont toutes hétérogènes. On parle des troubles bipolaires au pluriel. Et en plus, elles sont chevauchantes. C'est pas rare, comme vous le savez, qu'on ait un trouble bipolaire et un trouble anxieux, qu'on ait un trouble bipolaire et un syndrome métabolique, on en a parlé tout à l'heure. Le deuxième problème, c'est les mesures d'efficacité qu'on va utiliser dans les essais cliniques. On continue à utiliser des échelles cliniques qui ne sont pas objectivement mesurables, qui sont laissées à l'appréciation des patients quand c'est des autoquestionnaires ou laissées à l'appréciation des docteurs quand c'est des hétéroquestionnaires, mais elles sont absolument pas spécifiques des traitements testés. Ce n'est pas un biomarqueur qui a un rapport avec le médicament qu'on va tester. Et le troisième point, c'est que la plupart des médicaments qui sont testés sont des médicaments qui sont découverts par hasard et qui ne sont pas du tout basés sur le fait qu'on a compris, identifié et découvert un mécanisme biologique précis. Donc, comment faire face à cette situation? C'est précisément l'objectif de la psychiatrie de précision qui se donne comme objectif d'enrichir les classifications diagnostiques qu'on a. On ne va pas les supprimer, mais on veut les enrichir avec des biomarqueurs spécifiques pour stratifier les troubles bipolaires en sous-groupes homogènes. Le deuxième objectif de la médecine de précision, c'est d'essayer de comprendre les causes et les mécanismes qui sous-tendent les maladies. Je vous ai donné des exemples ce soir, que ce soit l'inflammation, que ce soit les anomalies qu'on observe avec les psychoses auto-immunes, que ce soit le syndrome métabolique. Donc, cibler, comprendre les mécanismes, ça permet de développer des stratégies thérapeutiques qui vont être spécifiques d'une anomalie, d'un mécanisme, d'une cause particulière. Et le troisième objectif de la psychiatrie de précision, c'est de développer aussi des marqueurs objectifs, mesurables, quantifiables pour évaluer l'efficacité thérapeutique, encore une fois, comme on le fait dans les autres maladies. Donc on a besoin de développer cette médecine de précision qui a comme ambition, et ce qu'on va y arriver, je l'espère, de développer le traitement exact pour un patient spécifique au bon moment. Donc, pour développer cet ambitieux programme, on a un programme qui va se déployer sur 7 ans. Il y a déjà 2 ans d'écoulés, donc on en a encore 5 ans, pour d'une part continuer à vous demander de participer aux cohortes qui sont issues de nos centres experts et aussi des centres du RHU Psycaire. On va proposer aux patients, une fois qu'ils sont évalués, si bien sûr s'ils acceptent, de faire partie de cette cohorte du PEPR qui s'appelle French Minds, dont vous voyez là le petit logo. Et on va proposer aux patients qui acceptent de participer à cette étude non seulement une caractérisation clinique approfondie et qui est la même quelle que soit la pathologie, d'avoir une évaluation digitale
avec un agent conversationnel sur son téléphone qui va poser des autoquestionnaires, mais aussi avec des évaluations passives qui vont permettre de mesurer le sommeil, l'activité physique, les activités sociales. Et puis, on va faire des prises de sang qui vont nous permettre de caractériser de façon extrêmement fine les marqueurs génétiques, les marqueurs métabolomiques, les marqueurs protéomiques, épigénétiques et immunologiques. Et on a enfin les moyens pour faire de l'imagerie cérébrale et d'électrophysiologie. Toutes ces données vont être étudiées ensemble. Elles sont, comme on le fait depuis des années à la Fondation fondamentale, ouvertes pour collaboration. C'est des bases de données qui sont et qui vont être là enrichies par toute une série de marqueurs qu'on n'avait pas jusqu'à présent, ce qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle des bases de données multimodales, c'est-à-dire que les pathologies, les dimensions qu'on veut identifier vont pouvoir être caractérisées avec plein d'entités, plein de dimensions, plein de méthodes particulières pour essayer de mieux comprendre et de mieux décrire les entités cliniques et de trouver, à l'aide des autres stratégies qui vont être déployées pendant ce programme, les causes et les mécanismes qui expliquent ces dimensions qu'on va tester, qui vont ensuite être testées soit dans des essais cliniques ciblés sur des sous-groupes spécifiques de patients, mais aussi testés dans des grandes bases de données qui existent soit au plan national, soit au plan international. Puis ensuite, on va essayer de stimuler le développement de sociétés, d'industriels qui s'intéressent à ce qu'on veut développer, qu'il s'agisse de marqueurs biologiques ou d'outils digitaux ou d'outils thérapeutiques. Et puis, bien sûr, avec vous et pour vous, on va avoir une grosse partie d'information, de communication pour partager avec vous les découvertes, mais aussi les outils qu'on va déployer. Il y aura toute une série de conférences et de colloques sur les outils pour à la fois les usagers. On est en train de développer une plateforme qui va démarrer, on l'espère, dans pas très longtemps, pour vous donner des informations sur les découvertes, sur les essais cliniques en cours et vous permettre d'y participer et de vous inscrire. Et puis, on va essayer d'attirer la jeune génération de professionnels de santé ou de chercheurs pour, je suis désolée, pour être intéressés et attirés vers la psychiatrie et la recherche en psychiatrie. Donc pour terminer, je voudrais, j'aurais dû le faire tout à l'heure, remercier tous ceux qui participent à ces travaux qu'on fait sur l'immunopsychiatrie. Là, je vous ai mis juste les équipes au niveau national, mais on travaille aussi beaucoup au niveau international et dire que tous ces travaux ont été menés avec mon ami et collègue Riyad Tamouza, qui nous a quittés au début de ce mois de février. Et voilà, c'est vraiment lui qui avait été le porteur de tous ces travaux qu'on va essayer de continuer en sa Il a mémoire. changé d'hôpital. Il est mal. C'est Décédé. bon. Il est décédé. Voilà. Je suis Je désolée. voulais que cette Pardon. conférence soit en son hommage, à son souvenir de tout ce qu'il a fait pour nous et avec nous. Et il était venu nous parler aussi, lui. Oui. Ah oui, t'es bonne. Pardon, pardon. Bon, Bon, j'ai une question qui rassemble certaines questions parmi les spectateurs. Les conditions d'accès. Est-ce que les patients doivent être stabilisés? Est-ce qu'ils peuvent arriver dans un état dépressif ou hypomaniaque, maniaque? Alors, Quelles sont les conditions? il y a plus de 8000 patients dans nos corps déjà qui viennent des centres experts. Donc, c'est la même chose que tous les patients qui sont vus sur les centres experts. Comme c'est un bilan relativement long, on les inclut en général, on leur propose de participer à cette évaluation quand ils sont stabilisés, parce que sinon l'évaluation est tellement longue, enfin elle est longue, c'est une demi-journée, mais il faut être en forme pour pouvoir participer à cette évaluation. Donc oui, il faut être stabilisé, comme pour tout bilan sur le centre expert, parce qu'en fait on va utiliser les données du centre expert pour les compléter avec des auto-évaluations et avec des prises de sang et avec une imagerie cérébrale. Donc, c'est la suite de l'évaluation qui est faite sur les centres experts. Donc, le premier temps, c'est le passage sur un centre expert, puis l'inclusion, si on l'accepte et si on le souhaite, dans cette cohorte qui va, on l'espère, être porteur de beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, on est à votre disposition. Là, je vous ai juste donné des informations très rapides, mais on est à votre disposition pour venir vous en parler plus en détail de ce PEPR, peut-être à une autre conférence. oui. Les inclusions vont démarrer probablement en janvier 2026. Si on est bon en septembre prochain, on a toutes les autorisations, mais maintenant il y a encore beaucoup de travail pour embaucher des équipes spécifiques, pour les former, pour fabriquer tous les outils d'évaluation qu'on va utiliser. Donc on a encore un petit peu besoin de temps.
Merci beaucoup. Une Dès question, maintenant, peut-il y si avoir des réactions immunitaires contre certains médicaments ou certains excipients utilisés, surtout dans les comprimés à libération prolongée, comme le Téralide que mon corps semble rejeter, en retrouvant même le comprimé excrété? alors, on n'a pas de données, à mon avis, de production de défense immunitaire, si c'est ça la question, donc d'anticorps, par exemple, qu'on fabriquerait contre des médicaments. Ça peut être une Mhm. piste de recherche. À ma connaissance, il n'y a pas d'études là-dessus. D'accord, merci. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions un petit peu individuelles bon, auxquelles je ne pense pas que vous puissiez répondre de façon efficace. Je, Mm. je n'en vois pas d'autres. Enfin, Émilie t'envoie? Moi, ce que je vois, c'est surtout d'ordre pratique. Comment accéder à la cohorte? Faut-il s'adresser au centre expert? Et est-ce que toutes les informations se trouvent sur le site de la Fondation fondamentale? Il se trouve sur le site de la Fondation fondamentale et maintenant on a un site spécifique au PEPR que j'avais mis sur la première diapo, mais j'ai oublié de vous le dire, qui s'appelle, je crois, pepr.propsy.fr. Vous me donnez 2 secondes, je vais vous redire parce que je sais Oui, pas ça c'est bien. Merci. trouver. Et on vous en donnera de plus en plus, hein, ça vient de commencer. Oui, donc le site du PEPR, c'est pepr-propsy.fr. Et c'est aussi bien sûr sur le site de la Fondation fondamentale qui vous redirige vers le PEPR. Et on vous donnera au fur et à mesure toutes les informations. Il va y avoir un site dédié pour les usagers qui n'est pas encore construit. Voilà, tout ça est en train de se mettre en place. Euh, Très bien. bon, bah, vous nous avez enfin, moi, je retiens essentiellement qu'il faut soigner le syndrome métabolique. Tout Et à qu'en fait. soignant le syndrome métabolique, on soigne le reste, le cerveau. Bon, en fait, dans ce sens-là, c'est pas aussi évident que ça. Enfin, je crois que c'est très important, effectivement. Bon, et c'est bon pour tout le monde aussi, j'ai bien compris de manger correctement. Donc, bah, écoutez, je pense on va vous libérer parce que vous avez déjà donné beaucoup de votre temps et on vous remercie beaucoup. Et Merci de surtout, votre invitation. n'hésitez pas quand vous savez très bien que vous avez quelque chose à nous dire. Je sais qu'il faut prendre rendez-vous longtemps à l'avance, mais bon, on est toujours prêt on répond toujours prêt, et vous aussi d'ailleurs, madame. Ben, je vous souhaite une bonne À votre soirée. disposition. Ouais, Bonne soirée. moi Merci aussi. beaucoup. Et, À Merci bientôt. Merci beaucoup. beaucoup. je Bonne remercie, soirée. et je remercie tous les participants Oui, d'être venus. Bonsoir, merci à madame. tous. Bonne Bonsoir soirée. à tous.